Je suis Marie Tavares, bienvenue sur Dissipé. Dans ce podcast, je reçois celles et ceux qui ont osé suivre leur instinct. Chaque parcours témoigne de la puissance, de se faire confiance, de savoir s'écouter et d'agir en cohérence pour se réapproprier sa trajectoire. Chez moi, être dissipé, c'est pas une perte de temps ou de cap. C'est un élan de vie, celui qui va révéler qui vous êtes vraiment. Que ces voix éveillent la vôtre et vous insufflent la détermination de ne pas passer à côté de vous. Salut Céleste. Salut Marie. Avant de commencer, est-ce que tu peux juste te présenter, me dire comment tu t'appelles? Je t'ai spoilé du coup. Ton âge et ce que tu fais aujourd'hui, très rapidement. Alors, je m'appelle Céleste, j'ai 35 ans, et je suis cofondatrice de Russ. Okay. Moi, j'ai connu Russ il y a quelques mois, parce que j'avais besoin de vider mon dressing et j'étais à la recherche d'une solution pour m'accompagner, parce que flemme, parce que pas le temps, parce que plein de raisons. Et j'étais tombée donc sur ce service. J'avais trouvé ça super. Et bon, il s'avère que j'étais pas dans les bonnes conditions pour le faire, parce qu'il fallait, il y a un certain plafond minimum à respecter. Tu vas bien évidemment tout nous raconter. Moi, j'y étais pas parce que j'avais trop d'habits d'enfants, des petits trucs, un peu de la gnognotte. Néanmoins, je m'étais dit, c'est ce que je t'ai dit quand je t'ai contactée pour te recevoir ici, c'est que ça m'avait vachement fait réfléchir sur ma manière de consommer. Alors oui, on entend beaucoup de choses, c'est vrai, ça avance pas mal, je trouve, dans la société. Néanmoins, c'est la première fois que concrètement, je me suis dit, peut-être que si j'envisageais la revente dans mon acte d'achat, en fait, j'achèterais différemment. Et j'avais trouvé ça super cool. Et je t'avais dit, je ne suis pas encore cliente, mais je suis déjà fan. Et c'est comme ça que je t'ai contactée sur LinkedIn. Donc l'idée sur ce podcast Dissipé, c'est de recevoir des personnes du coup, que je trouve inspirantes, qui ont su écouter leur petite voix intérieure, suivre leur instinct pour tracer une route, même quand elle n'est pas forcément évidente, même si des fois c'est un peu compliqué, surtout quand c'est compliqué. mais voilà, je trouve ça chouette de mettre la lumière sur ce genre de parcours. Donc on va parler de pas mal de choses. On va parler de ski, de tyrannie, de mode, de Russ, bien évidemment. Voilà, de plein de sujets. Mais si tu veux bien, avant qu'on déroule un peu ton parcours pro, j'aimerais bien remonter dans le temps et aller à la rencontre de la petite Céleste, savoir un peu dans quel terreau tu es née, où tu as grandi, dans quel genre de famille, ce qu'on t'a inculqué, voilà. Si ça te va comme programme. Très bien. Allez. Alors, j'ai grandi dans le sud de la France, principalement. Enfin, je suis née à Paris. J'y suis pas restée longtemps. En fait, je suis née d'un papa et d'une maman qui ont divorcé, j'avais 1 mois. Ok. Donc, je suis née à Paris et au bout d'1 mois, ma mère est redescendue dans le sud. Mon père est resté à Paris. Et ma mère est redescendue dans le sud, qui était sa ville natale, où il y avait mes grands-parents maternels qui étaient là. Et du coup, j'ai été élevée sur la Côte d'Azur, avec une vie franchement plutôt très sympathique, entre soleil et montagne, 6 mois à la montagne et 6 mois à la mer, où c'était dans les Alpes du Sud. Donc j'ai eu une enfance hyper sympa, dans une famille du coup qui s'est ensuite recomposée des deux côtés. Donc mon père s'est remarié et a eu 2 autres enfants. Donc j'ai un frère et une sœur du côté de mon père, et ma mère s'est remariée, elle a eu 2 autres enfants aussi. Donc j'ai 2 sœurs du côté de ma mère. Donc en tout, j'ai 3 sœurs et un frère. Tous demi, ne se connaissent absolument, ils se connaissent très peu les uns et les autres. C'est très bizarre quand je parle d'un côté de la famille à l'autre, ou voilà, mon frère ou ma sœur, tous mes frères et sœurs, hein, mais bizarrement ils ne se connaissent pas. Et je parle d'un grand-parent d'un côté, l'autre ne connaît pas du tout. Enfin bref. Voilà, il y a cette petite spécificité, mais moi je dis souvent que ça m'enrichit, parce que du coup j'ai 4 parents, j'ai toujours eu 4 parents, enfin, comme mes parents ont divorcé, j'avais 1 mois, je peux pas dire que j'en ai souffert, à cet âge-là, on n'en souffre pas, même si je pense que pendant quelques années, j'ai un peu dû souhaiter, j'envoyais des pièces dans les fontaines en faisant un vœu et en disant « je veux que mes parents se remettent ensemble ». J'ai grandi après, j'ai vu mon père, ma mère, je me suis dit « mais comment ils ont réussi à être ensemble ?» Et j'ai arrêté de faire ces vœux-là. Je me suis dit, c'est bien mieux qu'ils soient ensemble. Et du coup, j'ai vécu avec cette double famille, en fait, 4 parents, donc 2 papas, 2 mamans, les uns avec les autres, hein, et du coup, ces frères et sœurs, des vies très différentes, parce que du coup, j'ai grandi dans le sud de la France avec du coup mes 2 sœurs et ma mère, mais mon père, je le voyais toutes les vacances, je le voyais très très régulièrement. Et donc lui était en région parisienne.
Et donc, je montais à Paris très souvent. Lui, il descendait aussi un petit peu, mais moi, je montais beaucoup. Comme ça, il y avait mon frère et ma sœur, c'était sympa. Et puis, ça veut dire ça veut dire 4 parents, mais ça veut dire 8 grands-parents. Ça veut dire, enfin voilà, j'ai eu des Noëls. Je vous raconte mal les cadeaux. Déjà, j'avais 2 Noëls, 2 fois plus de cadeaux. Voilà, tout était doublé. Tous ces gens-là m'ont aimé comme si j'étais leur propre enfant, leur propre fille ou leur propre petite fille. Et voilà, donc tout était doublé. Moi, je pense que ça fait des traumas, les divorces, mais moi, c'était plutôt une chance pour moi. T'étais quel genre d'enfant en termes de caractère, de personnalité? Ah, il y a eu plusieurs vies, hein. Plusieurs styles. Ça dépend de l'âge. Je pense que jusqu'à l'adolescence, plutôt assez cool. J'étais assez discrète, bonne élève. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a eu un switch, un Dr Jekyll et Mr Hyde à partir de 12 ans. Je pense que là, ma mère, je pense qu'elle me reconnaissait plus. C'était une cata. Mais parce que émancipation, parce que les garçons, enfin, pour plein de raisons. En fait, je pense qu'aussi, j'ai eu une puberté peut-être un peu compliquée aussi. Et du coup, je pense que j'étais quand même pas mal dans ma peau entre, tu vois, 11, 14, quelque chose comme ça. Le changement. Puis moi, j'ai grandi très vite, c'est-à-dire que je faisais 1m72 à 10 ans, 10, 11 ans, quoi. Okay. Donc déjà, je mettais 2 têtes à tous les mecs de ma classe, qui m'ont rattrapé très vite après, enfin, qui m'ont rattrapé quelques années après. Mais du coup, je pense que j'étais pas bien dans mon corps, j'étais très maigre et très grande, comme j'ai grandi très vite. J'étais pas hyper bien, hyper à l'aise dans mon corps, etc. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu, du coup, en tout cas, dans le noyau familial et à la maison, je pense que à ce moment-là, j'ai un peu switché dans un côté plus noir et plus... je répondais beaucoup, j'étais très, très... une adolescente, quoi. Non, mais tu vois, j'avais un style vestimentaire de skateuse. Je passais ma vie au skatepark sans faire jamais de skate, hein. Mais pourtant, j'avais la panoplie complète. Non, j'étais assez adolescente lambda, hein. En vrai, je pense que j'ai jamais été très passionnée de musique ou quoi. Après, j'ai toujours aimé beaucoup dessiner. Il faut savoir que mon père est directeur artistique en publicité, ma mère est artiste peintre, mon grand-père est architecte d'intérieur, ma grand-mère est antiquaire. Enfin, globalement, dans ma famille, il y a quand même l'art est quand même un sujet, un gros sujet. Mon père et ma mère encore plus. Du coup, derrière, j'avais vraiment je pense que même adolescente, le truc qui m'a le plus passionnée, c'est l'art. Globalement, j'ai toujours aimé dessiner, peindre. J'ai jamais été trop sur de la sculpture, mais j'avais vraiment... je prenais beaucoup de cours de dessin. J'ai fait des spé dessins. J'avais spé maths et spé dessin. Enfin, j'avais des parcours assez... mais j'ai toujours aimé beaucoup. J'ai gagné plein de concours quand j'étais gamine. Pourtant, mes parents m'ont pas particulièrement poussée. D'ailleurs, ils m'ont beaucoup dit ne fais pas une carrière dans l'art parce que c'est complètement bouché. Je pense que je me serais peut-être épanouie là-dedans, mais du coup, c'était vraiment fallait que ça reste un hobby. Mais voilà, donc j'ai switché un peu à cette époque-là d'adolescente, assez classique, puis je me suis recalmée après 18 ans, quoi. Ta grand-mère, elle dit que tu n'étais pas grande fan de l'école. Non, à ce moment-là, c'était vraiment pas... Je faisais le minimum. Ouais, voilà, exactement. J'ai toujours fait le minimum. Il fallait cocher les cases pour... en gros, elle a dit pour, entre guillemets, passer à autre chose. Exactement. Et que tu disais, c'est bon, t'inquiète, j'irai bosser à la cafette avec les copines, tout va bien se passer, tout ça. Exactement, vraiment l'école. En fait, je crois que je me suis jusqu'à la 5e, 4e, ça me plaisait. Il y avait vraiment un truc où je prenais plaisir à. Ouais. Et je sais pas pourquoi, il y a eu un switch en 3e, seconde terminale, ça a été un enfer de me passionner pour ce que j'apprenais, hein, alors que c'était pas du tout un problème avant. Au contraire, mais j'ai trouvé. D'ailleurs, je trouve toujours que l'éducation nationale, à ce moment-là, hein, quand tu commences à plus t'intéresser à ça, ils ont du mal à te. Moi, j'ai eu du coup 4 frères et sœurs ensuite. Je leur ai appris plein de trucs d'une manière plutôt toujours de manière playful, avec je sais pas, mes frères tous ils me disent j'ai appris les verbes irréguliers en anglais ou en espagnol. Je leur ai appris avec une marelle, avec des jeux, avec un truc assez ludique. Et je trouve que en fait tout ça est ludique je pense que jusqu'à arriver à la 5e, tu restes dans un jeu un peu de compréhension et à apprendre des choses. Et en fait, ça devient tellement trop sérieux après que je trouve que ça devient
En tout cas, pour moi, c'était très Ouais. compliqué après. Donc, je me suis quand même complètement désintéressée. Et du coup, en effet, je faisais vraiment le minimum. J'avais Passer sous les 11 et demi. radars. Tu vois, pas 10 pour me faire engueuler. 11 et demi, c'était bien. On te laisse tranquille. Voilà. On me laissait tranquille avec 11 et demi. Si j'avais pu avoir 14, ça aurait été mieux. Ouais. Mais ouais. Du coup, après le bac, tu suis quelle voie? Alors là aussi, pareil, j'étais aussi... Je pense que mon adolescence a duré jusqu'à 19-20 ans. Hein. Parce qu'après... Alors après, j'ai fait une année d'école de commerce. Et ma mère m'avait dit... donc j'étais à Sophia Antipolis. Maintenant, ça s'appelle le Schema, je crois. Schema Business School. Ce qui était un peu le truc logique. J'avais fait ES, j'avais fait une spé maths, spé dessin. Bref, c'était assez... voilà, j'avais un parcours, j'avais eu 12 au bac. Enfin, rien d'exceptionnel, quoi. Et du coup, on m'avait dit... j'avais ma prof de maths qui m'avait dit, il faut que tu fasses une prépa. Mais j'étais, ça va pas, des fois. Jamais, j'ai déjà subi pendant 4 ans, là, c'est fini. Et du coup, je m'étais dit, école de commerce, tout le monde a l'air de trouver ça sympa, je vais y aller, quoi. Et en effet, je trouvais ça très sympa. Donc, j'étais à Sophia Antipolis, donc j'avais mon appart. J'avais pas du tout la maturité pour avoir mon propre appart à cet âge-là. Et du coup, j'avais mon appart et j'avais l'école de commerce à côté. Et j'étais à 2 heures de chez moi, de chez ma mère. Et je rentrais le week-end et tout. Et je voyais mes potes, c'était sympa. Et ma mère m'avait dit, ça coûte un bras cette école, comme toute école de commerce. C'est simple, si tu rates ta première année, tu pars chez ton père. Je me suis dit, comment je vais rater ma première année d'école de commerce? Et ben, c'était sans compter le fait que au bout de 3 semaines, j'étais déléguée du BDE. Et que j'ai passé mon année à faire des soirées, à organiser des soirées. J'ai quasiment pas été en cours. Bizarrement, à la fin de l'année, je l'avais pas eu. Et ma mère m'a dit, tu pars chez ton père, du coup, à Paris. Et donc là, je me suis inscrite sur toutes les facs possibles qu'il y avait près de chez mon père. Je me suis dit, je sais pas trop ce que je vais... Là encore, éducation nationale, pour le coup. Ça a été très compliqué. Comme j'aimais pas l'école, j'arrivais pas à me passionner d'un truc. Le seul truc qui me passionnait, c'était plutôt l'art, mais je savais que je pouvais pas en faire un métier. En tout cas, mes parents me l'avaient dit. Et du coup, il fallait que je me retrouve dans une voie qui m'intéressait, mais il y en avait finalement, je me retrouvais nulle part. J'ai toujours été pas trop mauvaise en communication. Je parlais plutôt bien. Les gens, je me souviens de ma grand-mère qui me disait qui m'invitait toujours à ses déjeuners avec ses copines, ses dîners. Et j'adorais, hein, avec toutes les vieilles. Et moi, j'étais là au milieu et on parlait, on faisait plein de trucs. Enfin bref, et à chaque fois, ma grand-mère me disait, oh là là, mais t'as encore fait sensation, c'est génial. Donc je sentais que j'avais quand même un truc avec les gens. Il y avait quelque chose avec les gens et tout. Je me suis dit, écoute, peut-être la com, c'est un truc qui peut me plaire. Et donc, je me suis inscrite dans toutes ces facs. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été reprise nulle part. Sauf que, à ce moment-là, ma mère m'a incitée en me disant, bah, t'as raté ta première année, tu vas aller bosser quand même, tu vas apprendre des trucs et tout. Et du coup, je m'étais débrouillée pour contacter de la famille qui habitait en Argentine, parce que j'adorais, il y a un truc que j'ai, pour le coup, il y a un truc que j'aimais bien, j'aurais pu être prof d'espagnol, parce que j'adorais l'espagnol, l'Amérique latine m'avait toujours passionnée, etc. Et du coup, je m'étais dit, j'ai envie de partir en Amérique du Sud, en Amérique centrale, etc. Et donc, j'avais de la famille de mon beau-père qui vivait à Buenos Aires, et donc je les avais contactés, et ils m'avaient trouvé, ce qui était d'ailleurs un super stage, un stage au Musée d'Art moderne de Buenos Aires. Et donc, je suis partie avec ma petite valise pendant 5 mois. Donc, comme l'école de commerce, je savais que j'allais la rater assez rapidement. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, OK, on annule, je pars. J'ai dû partir de mai à août. Du coup, j'étais à Buenos Aires en stage. Et à ce moment-là, du coup, je me rends compte que j'ai aucune fac, sauf qu'on était en fin juin, début juillet. Tout était clôturé. Et mon père, je sais pas comment, est allé soudoyer un mec qui était un IUT qui était près de chez lui, enfin pas très loin, à côté de Cergy-Pontoise. Et donc, il me dit, je t'ai trouvé un truc super, ça s'appelle, je sais plus quoi, communication, tu vas voir, c'est un IUT, ça va être super, et t'as été prise. Bon, moi, ça me suffisait pour passer mon dernier mois d'août, mon mois d'août à Buenos Aires, tranquille, à faire mon stage et à vivre la vie de là-bas. Donc, j'étais très contente. Je suis arrivée, je me rends compte quand même donc j'arrive dans cette fac pour mon premier jour d'IUT. Il y a que des mecs. On est 3 filles sur une promo de 80, tu vois. Putain, et les filles, sans vouloir vraiment critiquer, mais
on n'était pas sur la même longueur d'onde, quoi. Moi, Ouais. j'étais cagole du Sud, qui a grandi à Nice. Ouais. J'avais fini ma période skateuse. Et en fait, je me rends compte que l'IUT s'appelle Services et réseaux de communication. C'est pas du tout de la com, Ah oui. c'est de l'informatique, en fait. D'accord. On parle de réseau, de service, on va coder, on va tout ça. Et en vrai, je pense que c'est ça qui a été, ça a été très révélateur pour moi. J'ai détesté le code, tout ça. Mais par contre, j'avais plein d'autres. Je faisais beaucoup. Il y avait beaucoup de multimédia. Donc je me rattrapais. Alors j'étais très mauvaise sur la partie code, mais par contre j'étais très bonne sur la partie. Bon, déjà il y avait les langues. Alors là j'avais aucun problème. Et puis après j'avais toute la partie vraiment multimédia où j'avais de l'infographie, Très créatif. j'avais de l'infographie, il y avait du podcast, il y avait de la vidéo, il y avait de la réal, il y avait plein de trucs comme ça. Et du coup là je m'éclatais là-dedans. Et donc j'ai passé mes 2 ans comme ça. J'ai rencontré mon mari à 19 ans dans cette IUT. Et j'ai fait ces 2 ans. Et à la fin de ces 2 ans, je me suis dit, bon, va falloir que, quand même, je vais peut-être pas m'arrêter là. Et en fait, aussi, je me suis rendu compte que quand même, j'étais une communicante qui connaissait les codes de l'informatique. Et je me suis dit, je pense ça peut me servir, quoi. Et donc là, après, je suis rentrée dans des... C'était le début, hein, parce qu'à l'époque, moi j'ai 35 ans, je suis sortie de là. C'était 2010. Donc 2010... les gens, ils codaient, mais bon, en vrai, les mecs qui codaient à cette époque-là, on était sur vraiment des informaticiens et tout, tu vois. Moi, je savais coder, j'avais vraiment un bagage informatique. Et en même temps, j'avais pas envie de faire ça de ma vie, mais j'étais quand même très bonne sur plein d'autres trucs où ces informaticiens étaient très mauvais. Donc, je me dis, peut-être un truc à faire quand même. Et donc, je suis rentrée j'ai fait 1 an dans une école de com, assez classique. Où pour le coup ils m'ont pris en me disant oh, bagage super, et là je me suis rendu compte, alors que ça faisait 7-8 ans que j'étais dans une situation plutôt où on regardait en me disant ouais, elle est moyenne, là on me disait genre wow, ouais, elle a fait un truc de ouf elle. J'avais fait un IUT informatique, c'était pas dingue, mais au vu de mon parcours, de mon statut et de qui j'étais, tu vois, c'était quand même particulier. Et donc j'ai fait de la com derrière, et après du coup j'ai passé les concours pour entrer au CELSA. En fait, c'était un double cursus qui était CELSA et l'école des mines. Et j'ai été prise, à ma grande surprise. Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se sont passées comme ça. Je me dis, mais pourquoi? J'ai une bonne étoile, ou des fois, j'ai des révélations, je ne sais pas. Et du coup, je me suis retrouvée avec et du coup, je suis arrivée dans ce master. Donc, c'était mon master 2, où j'étais, du coup... et je suis sortie de ce master 2, du coup, avec un double diplôme du CELSA et de l'école des mines. Parce que, en fait, les mines, tu as les mines... ingénieur, mais tu peux être ingénieur informatique aux mines. Il y a plusieurs, ça dépend des régions. Et donc j'étais à Nîmes, à l'ES. Et du coup, on avait la moitié des cours avec les profs du CELSA et l'autre moitié. Donc j'ai fini mon parcours un peu comme je l'ai commencé, du coup, avec une vraie partie informatique, mais très théorique. Là, pour le coup, j'avais, je pense, plus de maturité. Et du coup, j'avais pris de la hauteur et c'était hyper intéressant du coup de rendre théorique tout ce que j'avais appris en pratique. Et de l'autre côté, cette partie très théorique de la com. Et donc j'ai fini sur ce master qui était très cool. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? À ce moment-là, je suis arrivée chez... Mais on était encore une fois pas très nombreux à cette époque-là à gérer bien ces 2 leviers, en fait. Et ces 2 métiers, en fait. Et après, donc, et là, j'étais embauchée en stage chez L'Oréal, qui était un peu Ah oui, parce que du coup, pendant mes études, j'avais fait un stage pour une marque qui s'appelle Bobbi Brown, qui existe toujours d'ailleurs, en Sephora, où j'étais vendeuse chez Sephora pour Bobbi Brown, animatrice de marque, on appelle ça. Et j'avais adoré les cosmétiques globalement. Alors la vente en tant que telle, c'était pas un truc qui me dérangeait, c'était plutôt, j'aimais bien ça. Je savais que c'était pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Mais par contre, maquiller les gens, les rendre beaux, leur rendre ce côté très de la confiance en eux, etc. Ça m'avait vachement plu pendant 1 mois, alors que j'y connaissais rien. Je me suis retrouvée avec une trousse de pinceaux. Mais bref, j'avais eu 1 jour de formation genre à maquilleuse, quoi. Ouais. Et après, il fallait que je maquille les gens toute la journée pour leur vendre mes produits, quoi. Mais franchement, ça m'a pas démonté. J'avais 19 ans, 19-20 ans. Et ça m'a pas démonté. Du coup, j'ai fait tous mes trucs. Je faisais des chiffres. À l'époque, je faisais même mieux que la fille qui était là, qui était en place. Alors que franchement, vraiment, Après, je pense que mes cours de dessin, le fait que je sache bien dessiner, finalement, un visage, ça ressemble quand même pas mal à... J'en avais dessiné beaucoup, mais d'une autre manière. Je pense que du coup, ça m'a aidée. Et franchement, c'était trop drôle. C'était trop bien. Suite à ça,
je suis passée du coup de l'autre côté, donc chez L'Oréal. Et c'était vraiment mon goal d'arriver embauchée chez L'Oréal. En fait aussi, ma belle-mère et mon père ont été en publicité, ont fait de la pub toute leur vie. Moi, j'ai l'impression qu'ils en ont chié toute leur vie. Mhm. Vraiment d'une vie compliquée du coup, en régie publicitaire. Tu fais des gros horaires, t'es pas bien payé. C'est compliqué. Enfin, mes parents, mon père et ma belle-mère, ils sont jamais rentrés avant, je sais pas, avant 20h le soir, quoi. Ouais. Il y avait des nounous qui s'occupaient de mon frère et ma soeur tout le temps. Enfin, le week-end, mon père, je me souviens, il partait à l'agence aussi. Il y avait vraiment un truc de travail, quoi. Et au final, j'avais pas du tout envie d'aller en agence. J'avais toutes les portes qui s'ouvraient en agence, puisque j'étais plutôt pistonnée, mais aucune envie d'aller en agence. Et moi, mon père et ma belle-mère, ils faisaient que dire « Ah, chez le client, t'es vachement mieux payé, chez le client, c'est mieux, chez le client, nanana ». Alors, j'arrivais chez le client, le top du top, le plus riche, le plus tout, quoi. Et en plus, qui faisait des produits que j'adorais à l'époque. Franchement, tu me parlais de paillettes, j'étais... Et voilà. Et du coup, j'ai fait mon premier stage là. Ils m'ont embauché suite à mon stage. À la fin de mon stage, ils m'ont embauché. J'avais fait un super stage. J'ai fait un stage hyper sympa avec des boss super. Dans quelle branche du coup Alors, j'étais chez Cosmétique Active et j'avais monté le premier site e-commerce. Tu vois, je sais pas si je parais récent. Le premier site e-commerce multimarque qui n'existe plus, de toutes les marques de parapharmacie. Okay. Donc, L'Oréal a beaucoup de marques de parapharmacie, donc La Roche-Posay, Vichy, Sanoflore, etc. Et toutes ces marques-là, du coup, ils voulaient un e-commerce en propre. Et donc, on a monté cet e-commerce-là avec mon boss. On n'était pas très nombreux. On avait des équipes digitales. Déjà, à l'époque, je rentrais dans une équipe digitale, mais on était deux, quoi. Il y avait mon boss et moi, quoi. C'était tout petit, les équipes digitales. Quand je suis partie, on était 30 dans une équipe digitale 10 ans plus tard. Voilà. Et après, ils m'ont embauché chez Lancôme International. Donc, j'étais aussi à l'international avant, et chez Lancôme International. Et là, ça a été un peu le début d'une carrière hyper sympa que j'ai fait chez L'Oréal. Et j'y suis restée 10 ans. J'ai fait plein de postes différents. J'y suis restée 10 ans. Jusqu'à finir sur quel poste, du coup? Et à la fin, du coup, j'étais sur Lancôme encore. Ouais. J'ai fait d'autres marques. Je suis restée principalement au luxe. Enfin, j'ai fait que du luxe, d'ailleurs. Donc, j'ai été chez Armani. J'ai commencé chez Lancôme, je suis restée 4 ans. Ensuite, je suis partie chez Armani 2 ans. Ensuite, je suis partie dans ce qu'ils appellent ça change de nom tout le temps, mais en gros, toutes les marques de mode qui font de la parfumerie. Donc, il y avait Cacharel, Ralph Lauren, Martin Margiela, tout ça, c'est L'Oréal aussi. Donc, après, j'étais sur toutes ces petites marques-là. Et puis après, je suis revenue sur Lancôme, sur mes premiers amours de Lancôme. Et j'ai été directrice e-commerce France, du coup, de Lancôme. Ok. Et tout allait bien? Et tout allait plutôt bien. Ouais. Jusqu'à un certain point et jusqu'au Covid, en fait. Enfin, jusqu'à l'après-Covid. L'après-Covid, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Par rapport à quoi? À tes missions ou par rapport plus large? Ouais, c'était plus large. Je pense que c'était par rapport à pourquoi je faisais ça, en fait. Je pense que jusque-là, j'avais eu des boss hyper cool, j'avais eu une vie... on dit toujours L'Oréal, les gens les boss sont... Après, ce qui est vrai, c'est que L'Oréal, en gros, chez L'Oréal, pendant très longtemps, c'est en train de changer, mais pendant très longtemps, il y a une politique de recrutement qui a été... les RH recrutaient des visionnaires et non pas des managers. Et donc, les visionnaires sont en général très mauvais managers, mais de très bons marketeurs, visionnaires, comme par définition. Et du coup, c'est des gens qui font des trucs incroyables, mais c'est des managers vraiment catastrophiques. Et donc, il y a beaucoup de prud'hommes chez L'Oréal, ou en tout cas des gens qui partent avec des gros chèques parce qu'il se passe plein de choses qui ne devraient pas se passer dans une entreprise. Moi, j'ai toujours pris le parti de me dire que j'ai toujours appris, que j'ai vachement aimé, et que je considère que voilà, qu'il faut être exigeant aussi à un moment. Si tu veux produire des choses extraordinaires, faut aussi être exigeant, avoir... Il y a manière et manière de le dire, il y a manière et manière de le faire, etc. Mais en fait, je pense que j'ai toujours une vie hyper équilibrée à côté, de manière perso. Et que du coup, ça me coulait un peu, tout coulait un peu. J'ai toujours été très investie, hein, ça ne veut pas dire que je n'étais pas investie, mais ça coulait.
Donc, j'ai jamais vécu le côté L'Oréal mal-être, manager catastrophique, etc. Même si j'en ai eu, hein, mais franchement, ça a été. Là où, pour le coup, et c'est pas pour ça que j'ai commencé à me poser des questions, c'est qu'en fait, pendant le Covid, j'étais directrice e-commerce. Donc, à l'époque, je faisais le site e-commerce de Lancôme. Il faisait un certain chiffre d'affaires. 4 mois plus tard, je faisais 10 fois plus. Donc, 10 fois plus de ventes que ce que... On n'était pas des grosses équipes, j'avais une petite équipe, mais on n'était vraiment pas nombreuses. Sauf que là, on faisait 10 fois plus. Et en fait, on faisait 10 fois plus parce que forcément, les magasins physiques étaient fermés, les gens continuaient à acheter, moins certes, parce que le volume était quand même moins important. Et aussi parce que nous, on avait besoin de cash. L'e-commerce, L'Oréal est une boîte de retail, donc en gros, tu vas avoir un Sephora, un Nocibé, un Marionneau qui vont acheter tes produits à une certaine marge, donc ils vont prendre, je dis n'importe quoi, mais 50% de marge. Donc toi, après, il va te laisser, et il va te rester 50%. Quand tu vends sur l'e-commerce en propre, c'est toi qui crée le produit, qui coûte quelques dizaines de centimes, et derrière, c'est 100% pour ta pomme. Enfin, toute la marge est pour toi. Donc du coup, c'était très intéressant pendant le Covid de vendre via l'e-commerce. Donc on a mis toutes nos billes dans l'e-commerce à ce moment-là. Enfin, Lancôme France a mis toutes ses billes dans l'e-commerce à ce moment-là parce qu'il fallait générer du cash. Et que le cash était très, très intéressant à ce moment-là sur ce levier-là. Sauf que du coup, forcément, je pouvais faire des moins 50 puisque on était toujours très rentable, même en faisant des moins 50, tu vois. Et comme il fallait faire du cash, il fallait qu'on génère beaucoup, beaucoup. Et donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens n'achetaient pas par passion de la marque, par plaisir d'acheter un produit comme ci, comme... Enfin, ils achetaient vraiment par promo. Parce qu'il y avait un marqué moins 50, parce que c'était pas cher, parce qu'ils venaient de recevoir la newsletter de l'offre parfaite, parce que... Et du coup, là, je me suis un peu posé des questions plus sur la partie consommation. Et mes consommateurs, à l'époque, qui ils sont et pourquoi ils font ça. Et moi, du coup, pourquoi je fais ça aussi. Plus que vraiment... Et puis, je pense qu'aussi, au bout de 10 ans, je me suis un peu lassée des produits. J'avais moins aussi ce côté... j'adore les paillettes. Enfin, le maquillage, c'est magnifique. Les paillettes, c'est super que tu peux avoir à 22 ans. Bon, j'en avais 30, plus de 30. Les paillettes, ça me faisait moins vibrer, quoi. Je trouve ça toujours très sympa, mais ça me faisait un peu moins vibrer. Et voilà. Et du coup, je me suis vraiment posé la question. J'ai commencé à me poser des questions sur la consommation et sur ce que mes consommateurs consommaient, pourquoi ils les consommaient, et du coup aussi sur moi et pourquoi je faisais ce métier, etc. Et à ce moment-là, j'ai pas mal de doutes qui sont arrivés. Ok. Tu peux nous raconter comment... Du coup, après, tu vas switcher sur l'aventure Russ. Est-ce que tu peux nous raconter ce processus? Ouais. Alors, en fait, l'aventure Russ, au départ, elle naît pas du tout d'un problème de questionnement. Elle naît 7-8 ans avant, en fait. Donc, mes grandes années L'Oréal, je suis chez Lancôme International, je consomme beaucoup, beaucoup trop. Vraiment, j'étais une surconsommatrice de vêtements, beaucoup, de mode, de déco. Voilà, je reviens sur la première question que tu me posais, qui je suis, etc. Et sur cette famille qui était très art, très déco, très mode au final. Hein. Le culte du beau dans ma famille, c'est très important. Je ne vais pas dire qu'ils sont grossophobes, mais presque. Tu vois, il y a un truc ma mère, ma grand-mère, elles ont toujours fait attention à leur ligne, mais au gramme près, elles se pèsent très régulièrement. Il y a un vrai sujet il faut être belle, il faut se... je me souviens de ma grand-mère qui me coiffait et je hurlais de douleur parce qu'elle me coiffait. Elle me disait, oui, mais pour être belle, il faut souffrir. Il faut souffrir pour être belle, plutôt. Mais ce truc-là, derrière, aujourd'hui, je me dis, mais quel enfer. Et je trouve que ma grand-mère, ma mère, enfin, tu vois, ma grand-mère, elle a été sur des talons jusqu'à ses 80 ans, tu vois, et des talons hauts, très hauts. Et toujours super coquette, avec du rouge à lèvres, toujours... Enfin, là, le culte du beau est hyper important. Et du coup, à ce moment... Enfin, donc, si je reviens sur ma vie l'oréalienne, du coup, de mes jeunes années chez L'Oréal, à 25 ans, j'ai été le culte du beau par excellence. J'étais dans une boîte qui prônait ça, où je le vaux bien, c'était la tagline, et où derrière, toutes les filles, on se ressemblait toutes, on était toutes habillées pareil, on sortait toutes de Maje et Couples à l'époque, parce que c'était les marques qu'il fallait porter.
Et voilà, et je passais ma vie dans les magasins à acheter des nouveaux trucs, et j'étais ravie de ça, quoi. Et puis, sauf que, en fait, j'avais beaucoup trop de fringues dans mes placards, que je vidais très régulièrement. Mon placard, je le vidais, je mettais ça dans un sac, et puis après, en fait, je savais jamais quoi faire de ce sac. Ouais. Et donc, il passait sous mon lit, Ouais. et là, il prenait la poussière. Je pense qu'on est tellement nombreuses à avoir ce sac. Mais surtout que du coup, j'achetais tellement que ce sac, il y en avait un d'abord, Ouais. puis ensuite il y en a eu deux, Ouais. puis trois, puis C'est quatre. des petits. Et en fait, du coup, mon lit était plein, était full, voilà. Donc des fois, je faisais même des tris des sacs. Donc le tri du tri. Et du coup, j'en amenais dans les bornes du relais, j'en amenais chez Emmaüs, etc. Mais j'avais des trucs, tu vois, par exemple, je donne toujours cet exemple, mais j'avais acheté une jupe Kenzo violette en solde. Coupe super sympa et tout, sauf qu'elle était violette, quoi. Et je l'ai mise une fois, je me suis pas sentie de la remettre. Elle est restée dans mon placard un certain temps. Au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je la mets plus, j'ai plus de place, j'ai acheté une autre jupe, il faut que je la remplace. Hop, vas-y, ça part dans le sac en dessous du lit. Et puis ce truc-là, sauf que ça, jamais, je l'avais mise une fois, je l'avais quand même payé pas mal de sous. Donc je me voyais mal mettre ça dans une borne du relais pour que ça finisse soit dans une décharge en Afrique, soit en isolant phonique et thermique, tu vois. Et donc, je ne savais pas comment faire. Et un jour, je dîne avec une copine à l'époque, donc je te dis vraiment, j'avais 25 ans. Hein. Je dîne avec une copine qui à l'époque était au chômage et qui me dit qu'elle s'est fait 300 € sur Vinted le mois dernier en revendant toutes ses fringues, qu'elle adore, que c'est un vrai. Que dès qu'elle a une notif, ça l'amuse, etc. Et là, j'ai eu un petit. Tu sais, la petite. Tu vois au-dessus de ta tête, là, la petite ampoule. Je dis, mais attends, Jade, tu veux pas prendre mes fringues? Moi, j'ai 4 sacs en dessous de mon lit, je te les amène, tu vends ce que tu peux, et puis ce que tu peux pas vendre, ben, on le donnera dans une asso, mais au moins, on aura essayé. Et toi, en plus, ça te fait de la thune en ce moment, t'es un peu en galère, ben, on fait comme ça. Carrément et tout. Donc, je lui amène le week-end suivant, je lui amène mes fringues. Et là, on se fait, je sais plus combien, on a dû se faire, je pense, 1 000 € chacune, tu vois, en revendant toutes les fringues qu'on avait, quoi. Enfin, toutes les fringues que j'avais. Moi, j'étais ravie, elle aussi. Et à chaque fois que j'en parlais, alors à ma famille forcément, à mes sœurs, à ma mère, c'était mais attends Jade, elle veut pas prendre nos fringues aussi parce que là. Et puis j'en parlais. Alors chez L'Oréal, c'était même encore plus. Attends mais moi, je viens chez Jade demain, je peux ramener mes fringues. Enfin, toutes mes copines chez L'Oréal, c'était donc Jade est devenue la revendeuse de ma famille et de mes copines au départ. Ouais. Et puis au bout d'un moment, Jade elle a dit en fait là j'ai un boulot maintenant, donc j'arrête, c'est plus possible pour moi. Et puis il y avait plus de place non plus dans son placard, dans son appart. Et donc elle a fini par arrêter et on s'est retrouvés toutes avec nos fringues sur les bras. Je me suis dit quand même, c'est con, il y a des filles comme Jade qui sont passionnées, qui ont du temps, qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois d'un côté et qui savent bien vendre. De l'autre, il y a tous les gens comme nous qui, du coup, ont trop de fringues et n'arrivent pas à... Donc ça, c'était mon constat, je te dis, en 2015, vraiment, en me disant, un jour peut-être, je monterai cette boîte. C'est passé 7 ou 8 ans encore chez L'Oréal derrière. Et puis, donc à ce moment-là, je me dis, bon, en fait... Au moment où je reviens du coup sur mon moment de doute où je me dis consommation, problématique de consommation, etc., etc. Et là, je me dis, bon, en fait, ça me convient plus. Sortie de Covid, il s'avère que... Ah oui, j'avais essayé de monter des boîtes. J'ai toujours eu un peu cette âme d'entrepreneur. J'ai voulu monter des boîtes, plein de boîtes à chaque fois. Je fais beaucoup de sports de glisse, donc je fais du ski, mais je fais beaucoup de sports de glisse d'eau, donc je fais du wake, du kite, etc. Et je trouve toujours que le matériel féminin est très très mal adapté. C'est-à-dire que régulièrement, que ce soit du surf, du kite ou du wake, je me retrouve les fesses à l'air si je tombe, si je me prends une vague ou quoi, je me retrouve globalement soit un sein à l'air, soit une fesse à l'air, soit il y a toujours un truc, c'est pas du tout adapté. En fait, un bikini n'est pas fait pour te prendre des vagues, des chutes et des trucs comme ça, tu vois. Et à part quelques marques type Rip Curl, sinon il y a très peu de... Et en revanche, en Australie, par exemple, il y a plein de trucs super et tout. Et donc, je m'étais dit, je vais faire un site e-commerce, je vais aller prendre des marques australiennes qui sont top et je vais les importer en France et je vais les vendre en Europe. Et bon, ça a capoté pour plein de raisons. J'avais l'idée et puis après, la conception n'a pas été beaucoup plus loin, si tu veux. Mais bon, il y a eu cette réflexion. Après, il y a eu un autre truc avec une copine cosmétique. Et puis,
une autre boîte de cosmétiques. Donc, ça m'a toujours titillé, Ouais, si tu veux. ouais. Même chez L'Oréal, en tant que salariée, je m'étais dit, je ferais ça à côté, etc. J'aime bien aussi faire plein de trucs, toucher à tout. Ça a toujours été... je fais de la couture, voilà, je fais plein d'autres trucs qui me plaisent et qui m'épanouissent aussi. Et donc là, je me retrouve, du coup, sortie de Covid, première soirée, et je me retrouve sur le canapé avec une copine à moi, qui est la sœur de mon meilleur pote. C'était chez elle. On se retrouve à 4h du matin. Elle avait repris ses études et elle sortait d'une année à l'ESCP en master entrepreneuriat. Et elle me dit, Céleste, viens, on monte un truc toutes les deux, t'as pas une idée et tout. Je lui dis, écoute, ça fait 7 ans que j'ai cette idée. Franchement, prends-la, monte-la, je suis sûre que ça marche. Et elle me dit, non, viens, on monte ensemble, on monte ensemble. On se remet dans la situation, 4h du matin, complètement bourré. Voilà, ça reste une discussion qui avait peu de chances de voir le jour après, le lendemain. Bizarrement, le lendemain, elle me rappelle en me disant, franchement, ton idée, j'ai réfléchi, j'aimerais bien qu'on en rediscute, etc., etc. Donc, elle me tient le truc. Je lui dis, non, mais moi, je suis chez L'Oréal. En plus, donc, sortie de Covid, j'avais ces réflexions vraiment au fond de moi, mais je pense que je me les avouais pas vraiment, de consommation et autres, dont je te parlais. Pourquoi? Parce que ça bousculait trop la vie que tu avais établie ou... En fait, déjà, je pense que mes parents... J'ai grandi aussi dans une famille, je parle beaucoup de ma mère, de ma grand-mère, une famille méditerranéenne, où la femme a beaucoup de pouvoir, où tu es très dans un truc une réflexion très... il faut être fier, de fierté féminine. On s'engueule beaucoup, on parle fort, on est... Voilà. Et en fait, je pense qu'il y avait un truc aussi de pas vouloir... Et j'ai un peu déçu, je pense, mes parents à l'époque de mon adolescence et tout, pendant cette période où j'étais juste moyenne. Ils ont toujours voulu que je sois excellente. Ma mère était persuadée que j'allais me marier avec... il fallait que je me marie avec un médecin ou avec un pharmacien ou avec un avocat ou, je sais pas, un métier qui était un super métier, ce qui n'a pas été le cas. Mais bref, je pense que j'ai un peu, mais comme beaucoup, et mes sœurs ont ce problème-là aussi de déception. Décevoir tes parents, c'est compliqué pour nous. Tu vois, la déception des parents, c'est compliqué. Et mes parents étaient tellement fiers que je bosse chez L'Oréal, mais tellement. Ouais, okay. Ma mère, ma grand-mère, elles étaient là, non mais ma fille, elle fait une super carrière chez L'Oréal et machin, et L'Oréal. Et je me suis dit, le jour où je peux pas partir de cette boîte, elle est... Bon, et puis il faut se le dire, hein, j'étais très bien payée, j'avais quand même, je me sentais bien dans cette boîte. Et puis post-Covid, je venais de faire, j'avais un e-commerce qui faisait 1 million, il en faisait 10 fois plus après. Clairement, j'ai été vue un peu comme une restar en sortant de mon poste. Je savais très bien que le prochain poste que je voudrais, on allait me le filer, quoi. C'était pas évident, mais je veux dire, j'allais pas demander d'être PDG de L'Oréal le lendemain. Mais je veux dire, des postes, je pense qu'on aurait mis enfin, c'est sûr d'ailleurs, parce qu'après, quand je suis arrivée je saute l'étape de réflexion, mais je suis arrivée chez mes RH en me disant, je veux partir, comment on fait? Elles m'ont dit, qu'est-ce que tu veux comme poste? Ouais. Donc c'était même pas, enfin, je dirais, il y avait pas de... Et j'ai dit, je veux ça, elles m'ont dit, ok, pas de problème. Et finalement, j'ai dit, non, en fait. J'ai dit, non, j'annule. Mais du coup, ouais, ce sujet de réflexion, il a été très compliqué parce que cette carrière, en fait, j'avais vraiment une carrière toute tracée et que j'étais dans un moment de ma vie, je pense, tu vois, 30 ans, pas d'enfant, c'était vraiment mon step de carrière qui allait tout changer, quoi. C'était là où j'allais vraiment faire des grosses augmentes, je prenais une grosse position. Il me laissait ma chance, quoi, ouais. Tu vois. Et après, aussi, je pense que le fait d'avoir dit j'ai envie de partir, tu vois, pour me garder, ils ont aussi fait des concessions, sûrement. Hein. J'aurais peut-être pas eu ces propositions de poste au moment où, si, tu vois, en fin de poste là, où tu dis, si j'avais pas dit je m'en vais. Mais il s'avère quand même que j'avais des... Voilà. Donc ma pote qui me dit viens, on s'en va, viens, pars et on fait le truc. J'étais là, j'étais quand même... Donc j'avais un côté de ma famille et la déception que j'allais leur créer. Mm-hmm. De l'autre côté, ce confort de salariat. Enfin, tu vois, il faut quand même se rendre compte que... Et aujourd'hui, d'autant plus, je me dis, putain, qu'est-ce que c'était cool.
En fait, il y a cette légèreté d'esprit, il y a plein de trucs. Après, quand tu deviens entrepreneur, tu te dis, oh là là, mais le soir, tu rentres chez toi, tu penses plus à ton boulot, quoi, ou peu, quoi. C'est pas un truc qui t'obsède, voilà, c'est pas ta boîte, en fait. Donc, quand tu pars en vacances, bah, tu lâches tout, 100%. Et à aucun moment, tu te reconnectes sur tes mails pour voir s'il n'y a pas une connerie, s'il n'y a pas une histoire, s'il n'y a pas un truc, si t'as pas un client qui est en train de t'incendier. Enfin, bon, voilà, c'est... Donc voilà, il y avait tout ça faisait que, même si j'avais pas conscience bien sûr de tout ça à l'époque, mais bon, j'avais bien conscience que le salariat était confortable, que l'entrepreneuriat était risqué, et de l'autre côté, cette famille à décevoir qui m'embêtait, tu vois. Et donc après moult discussions avec moi-même et avec du coup même et avec Victoire qui me poussait pas mal à partir. Je me suis dit, bon, en vrai, est-ce que vraiment j'ai ce truc d'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, chez L'Oréal, et ce qui était très cool pendant 10 ans, c'est que j'ai fait beaucoup d'intrapreneuriat. Ils m'ont laissé, j'ai monté des e-commerce moi, toute seule avec une équipe. En vrai, j'étais plutôt bonne là-dedans. D'ailleurs, au début, ils ont commencé à me donner un projet en intrapreneuriat. Et je pense que j'étais plutôt douée là-dedans. Et du coup, tous mes postes suivants ont été des vrais projets de création, en fait. C'était soit des nouveaux postes, et du coup, je défrichais tout et je lançais le projet, etc. Soit c'était des vraies créations, des vrais développements, quoi. Donc tout ça était très sympa. Mais j'avais ce truc en moi, je pense, d'entrepreneur que j'avais du mal à éteindre, en fait. Et la couche, je pense, consommation à ce moment-là, et réflexion sur la consommation, la planète, pourquoi je mets tout ce plastique, parce que je me disais quand même, ces filles, les filles de mes acheteuses, elles achetaient le 8e mascara du mois parce qu'il y avait une promo. Je me disais, mais du coup, ça fait du plastique, enfin, un mascara, un rouge à lèvres, peu importe, c'est du plastique, quoi. Et je me disais, mais tout ce plastique aussi va polluer derrière, et dans des placards que personne ne va utiliser. Enfin, bref, tout ça était quand même une grosse réflexion, même un peu plus loin que juste de la consommation, mais aussi sur la planète, etc. Puis bon, je regarde comme tout le monde les news, quoi. Et donc voilà, là je me dis, bon, je pense qu'il y a j'avais 30 ans, donc peut-être aussi une période de ma vie un peu charnière, et je me dis, non, là en fait, je pense que je serais plus heureuse en étant entrepreneur et en faisant un métier qui me passionne, qui me permet d'apprendre, ce qui m'a toujours beaucoup boosté. Et je disais, j'ai plein de passions, je me passionne de plein de trucs différents tout le temps et tout. J'adore apprendre. Je pense que c'est un vrai truc de manière ludique, mais j'adore apprendre. J'ai toujours et d'ailleurs, YouTube a été pour moi, ça a été super bien parce que tu t'apprends de manière très ludique avec YouTube. Et du coup, là, entreprendre, je commençais à me lasser en fait de L'Oréal aussi, de ce monde-là, etc. J'avais beaucoup appris. J'avais beaucoup pris de tout ce que j'avais, de tout ce on avait voulu me donner. Et du coup, là, j'avais envie aussi de faire autre chose, quoi. Et un truc avec du sens. Moi, je suis beaucoup dans presque aussi social, presque plus que écologique. L'écologie est venue parce que j'avais cette idée-là de base, qui n'était pas forcément écologique, parce qu'elle est venue d'un besoin pas du tout écologique au départ. Mais qui au final répond aujourd'hui à une problématique écologique, et c'est très bien. Et puis j'avais ce besoin social. Moi, j'ai toujours été plutôt dans le besoin aussi de répondre à une problématique sociale. C'était soit je travaillais soit je montais une boîte dans l'éducation, parce que j'ai un vrai sujet sur la pédagogie ludique et la partie trouver sa voie, etc., que je trouve très complexe. Mais il y a des boîtes maintenant avec Chance et tout, il y a des boîtes qui font ça très bien et qui se développent très bien. Et puis, sinon, du coup, c'était ce projet plutôt mode, mais qui au final n'avait pas une vraie intérêt mode, parce que aujourd'hui, je pense pas que Russ, et ça n'a jamais été construit soit vraiment de la mode, si tu veux. On n'a pas voulu monter une marque de mode. On n'a d'ailleurs même pas d'e-commerce. Tu vois, nous, on est un service humain, et on revendique pas d'avoir des super marques, on revendique pas d'avoir, parce que c'est pas ça notre but, quoi. Nous, le but, c'est que que ta tête et que tes placards soient plus vides, et que tu puisses derrière te sentir mieux, et en plus gagner de l'argent un petit peu avec rentabiliser ce que tu as vendu, ce que tu as acheté là, il y a quelques années, il y a quelques jours, il y a quelques mois. Cette idée que tu partages un soir sur un canapé, ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors Russ, du coup, au départ, donc vraiment le pain point, comme on l'appelle, vraiment, donc qui venait de mon besoin à moi, qui était j'ai ces sacs sous mon lit, et qu'est-ce que j'en fais et comment j'arrive à les vendre. Enfin, ou en tout cas, oui, à les vendre. Euh, ou en tout cas à les réutiliser. Je pense qu'il y avait un sujet de circularité, de mode circulaire qui m'intéressait aussi derrière tout ça, qui était, que je trouvais trop dommage de ne pas pouvoir arriver à ce qu'il y ait une seconde vie sur ces vêtements, ou voire une troisième d'ailleurs. Mais ils avaient une première vie qui était tellement courte que, je te dis, ma jupe Kenzo, elle avait été portée une fois. Enfin, je veux dire, elle aurait pu être portée 100 fois. Et c'était quand même de la bonne cam, c'est pas un truc qui va s'abîmer très vite à la Chine, tu vois. Donc, elle pouvait être portée, mais plein de fois, tu vois, être la jupe favorite de quelqu'un. Et je souhaitais qu'elle se devienne la jupe favorite de quelqu'un, tu vois. Et du coup, ce truc-là sur la mode circulaire a quand même beaucoup résonné. Bref, et donc du coup, suite à cette idée sur le canapé avec Victoire, déjà on a sur le passage, on a pris une troisième associée, parce que du coup on s'est associé avec Victoire, mais j'en ai parlé du coup dans mes histoires de famille, donc on est nombreux, et donc à un dîner de famille j'en parle, et ma sœur, entre le café et le dessert, vient me voir et me dit « Mais ton truc là, ça m'intéresse grave, je veux en être. » Donc c'est ma plus jeune sœur, Tara, qui à l'époque avait une vie tout autre. Et elle me dit « Moi, je veux en être, je trouve ça trop sympa, je trouve ça trop bien, je veux faire partie de ce truc. » Donc on en parle avec Victoire, Victoire est d'accord, elle me dit « Pas de problème, trop bien. » Et donc on est partis déjà à 3, donc 3 cofondatrices. Donc on dit souvent qu'on est 3 sœurs, mais en fait, il y a en effet ma sœur de sang, donc Tara, et ma sœur de cœur, qui est du coup Victoire, qui est la petite sœur de mon meilleur pote. Mais ouais. Donc souvent, quand on rentre pas dans les détails, on dit on est 3 sœurs. D'ailleurs, les gens, souvent, on leur dit mais parce que on se ressemble pas beaucoup avec Tara, et donc du coup, souvent, on dit mais qui est vraie sœur et qui est fausse sœur, et personne n'arrive à savoir. Et même d'ailleurs, Tara a 6-7 ans de différence avec moi, et souvent on ne sait même pas qui est la plus jeune et qui est la plus âgée. Tu vois. C'est assez drôle. Bref, et donc du coup on arrive à nous 3 à se dire ok, on va monter Russ. Du coup, ce qu'on voulait faire, c'était donc un service d'aide à la revente de vêtements de seconde main, donc vraiment un service qui vient chez toi, qui récupère les vêtements que tu as la flemme de vendre. Globalement, c'est ça. Tu peux l'appeler comme tu veux, tu n'as pas le temps, tu n'as pas envie, tu as globalement un gros sujet de flemme. Mm-hmm. Mais qui peut aussi, tu vois, on a déjà été chez des clientes qui ont des grosses problématiques ça devient des maladies, quoi, d'entasser, enfin, il y a toutes sortes de flemme, hein, et ça peut devenir même des maladies. Mais donc on vient chez des gens qui ont la flemme de vendre leurs vêtements, on les récupère et on les revend pour eux. La spécificité qu'on a, et je parlais de social et que c'était important pour moi de créer du social dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a créé une communauté de femmes. On a quelques hommes aussi, donc ce qu'on appelle nos Russ et nos Refs. Donc nos Russ pour sœurs en verlan. On est 3 sœurs, mais aussi on est une communauté de sœurs et de frères qui travaillent sur l'entraide. Et c'était hyper important pour nous. Moi, je pense que dans les grandes valeurs de mes frères et sœurs qu'on a eues, en tout cas, c'est l'entraide, c'est la bienveillance forcément, mais l'entraide beaucoup, parce que je trouve que qui de mieux quand t'es vraiment dans la merde, à qui tu veux en parler? Tu veux pas en parler à tes parents parce que tu vas te faire engueuler, donc tu vas en parler forcément. Les seuls qui peuvent t'aider, c'est tes frères et sœurs. Tu peux en parler ou tes super potes si t'as pas de frères et sœurs, mais en tout cas, moi, je me suis toujours redirigée vers mes frères et sœurs en général, et je pense que c'est assez réciproque quand ils sont dans la merde. La première qu'ils appellent en général, c'est une de nous. On s'appelle entre nous. Donc du coup, il y avait vraiment ce sujet d'entraide qui était important, et d'où le fait qu'on a même nommé nos revendeurs des Russ et des Refs. Et donc c'est ces Russ et ces Refs qui se déplacent à domicile, qui aujourd'hui sont partout en France, et c'est eux qui récupèrent les pièces et qui les stockent chez eux et qui les vendent pour eux. Ces gens-là, ces Russ et ces Refs, c'est des étudiants, des femmes au foyer, des gens en reconversion, on a même des retraités, quelques retraités. Ils ont la spécificité d'être excellents sur Vinted au départ. On ne prend que 15% des gens qui candidatent chez nous. Okay. Donc c'est des gens qui sont forcément très bons sur Vinted et qui le sont encore plus une fois qu'ils sont dans la communauté, parce qu'on a tout un tas d'outils qui leur permettent d'être meilleurs.
Mais du coup, c'est des gens très bons sur Vinted qui vont vouloir arrondir leur fin de mois en revendant les pièces des autres et en créant plus de circularité dans la mode. Voilà Pardon, un peu pour... c'est un détail, ils le vendent depuis leur compte à eux ou Ouais, ils le vendent Ok, en leur nom. d'accord, ok. En leur nom, et ils sont vendeurs pro, donc ils vendent Ok. en leur nom, des fois même leur marque. Il y en a qui ont des marques, qui sont même Ok. des mini friperies en fait, hein, tu vois. Mm. Mais ils ont des comptes pro, donc, et ils vendent sur toutes les plateformes existantes. Ils peuvent vendre sur Vinted, sur Vestiaire Collectif, sur Depop, il y a plein de plateformes, Le Bon Coin et autres. Ils vendent aussi en physique, donc en vide dressing par exemple. Ils peuvent organiser des vide dressing et organiser en brocante. Enfin, vraiment, c'est Ok. assez large. On n'est pas très regardant sur la manière dont ils peuvent vendre à leur mère et à leur sœur. Si tu vois, t'invites tes copines à la maison et tu veux leur montrer les pièces et qu'il y en a une qui craque sur une pièce, bah, très bien. Le prix est encadré par le client. C'est-à-dire que quand elle récupère les pièces, la Russ ou le Ruf, quand ils viennent à domicile et récupèrent les pièces, ils vont les stocker chez eux pendant 2-3 mois. À ce moment-là, quand ils arrivent chez eux, ils remplissent un listing sur notre app. Donc tout se passe sur une app qui est disponible sur l'Apple Store et sur Android, que tu télécharges, dans laquelle tu fais d'abord ta demande en tant que client. Tu fais ta demande en disant « je voudrais un rendez-vous avec une Russ ou un Ruf ». Nous, on te met en relation avec la personne qui te correspond le plus et géographiquement la plus proche. Ils conviennent d'un rendez-vous. Et une fois que le rendez-vous est passé et que du coup la Russ est chez elle avec les vêtements, elle va lister tous les vêtements qui ont été confiés et proposer une fourchette de prix pour chaque vêtement. Cette fourchette de prix, elle est envoyée au client. Si le client est d'accord, il va la valider. Et sinon, il peut la modifier. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Donc, si la fourchette est entre 100 et 150 et qu'il dit « ah non, mais moi, en fait, j'en veux pas moins de 200 », la Russ ne pourra pas aller en dessous de 200 € sur la vente. Okay. Et une fois que les prix sont acceptés par le client, ensuite, on passe à la vente et le client la Russ et le Ruf va vendre sur ces plateformes. Il y a une mini anecdote que Félicity elle a bien voulu me partager. C'est pas la plus croustille. Je crois qu'elle les garde pour elle. Heureusement. Mais je sais pas si tu te rappelles, un jour vous alliez au ski pour le Nouvel An. Et, c'est vieux. C'est vieux. C'était, je crois que vous aviez un peu plus de la vingtaine. Et un peu sur un coup de tête, vous décidez d'aller fêter le Nouvel An là-bas. Et vous partez la fleur au fusil en voiture. Et il y a un chemin d'embûches, en panne sur l'autoroute ou quasi panne, en tout cas voilà. Beaucoup de neige, pas de chaîne, enfin voilà, le truc galère jusqu'à la fin. Et Félicity, a priori en PLS, on ne pouvait plus, enfin, saoulée par tout ça. Et toi, pas du tout. Pour toi, trop optimiste, hyper confiante. Ok, problème, solution, hop, j'ai réagi, allez-y, moi je vais prendre le volant, vous allez pousser, machin. Et en fait, tout le monde est arrivé finalement à bon port. On a mis 15 heures, hein, mais au lieu de 6. Mais vous y êtes arrivé. Et elle dit que ça, c'est un truc qui l'a marqué chez toi. Ouais, j'ai une obstination qui peut être assez... J'ai de l'obstination. Il y a plein de sujets là-dedans, mais en effet, il y a ce côté obstination et je reste toujours très positive sur les sujets galères. Alors, je peux m'énerver aussi assez rapidement hein, sur certains... J'ai pas beaucoup de patience avec les gens, malheureusement. Je pense que j'ai un gros défaut, c'est la patience avec les gens. Mon mec me le dit souvent. Mais par contre, j'ai beaucoup de patience sur des choses qu'on peut pas... Tout ce qui se passe et que je ne peux pas maîtriser. En fait, je vois pas pourquoi là-dessus, j'ai vraiment une grande patience parce que je me dis, bah, de toute façon, oui, on est en panne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, on va appeler. Quelles sont les solutions? Comment on va se débrouiller pour aller plus vite et faire en sorte que... Et c'est pour ça que je pense que je suis pas une mauvaise entrepreneur et je pense que en tant que salarié, j'étais une bonne intrapreneur. C'est que je suis très problème-solution parce que alors, sauf s'il y a vraiment des gens qui te mettent des bâtons dans les roues derrière et là, ça devient compliqué, mais globalement, si les gens, en tant que tels, travaillent en bonne intelligence et font en sorte que tout fonctionne, bah, après, il ne reste plus qu'à dérouler et puis ça fonctionne, quoi. Donc, j'ai ça. Et après, j'ai un autre truc, mais ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'en a parlé, c'est le côté tyrannique. Mais en vrai, il y en a qui c'est pour ça que je dis que j'ai pas beaucoup de patience avec les gens, parce que je ne sais pas si quelqu'un t'a donné cette anecdote. Non, pas du tout. Ah ouais. Mais il y a un côté très... chez L'Oréal, une de mes boss, elle m'avait dit,
t'as le profil de la grande sœur. Et je suis une grande sœur. J'ai que des petits frères et sœurs derrière. J'ai l'impression d'avoir en partie aidé à l'éducation, les avoir aidés à se développer, à s'éduquer un petit peu. En tout cas, j'ai essayé de leur donner plein de... D'ailleurs, ils me les ressortent de temps en temps et des fois, c'était pas forcément toujours très... J'ai toujours dit quand j'étais gamine, parce que dû au divorce de mes parents, j'avais toujours dit « je ne veux pas me marier », par exemple. Et du coup, une de mes sœurs, Clémentine, avec qui tu as discuté, Clem, elle dit toujours, moi, quand elle était petite, elle disait, moi, je veux pas me marier. Je dis, mais pourquoi? Et parce qu'en fait, j'ai tellement rabâché ça, moi, à une époque, je pense, où j'étais gamine, qu'elle l'a entendu. Et du coup, bon, bref, donc, tout n'était pas pour apprendre. Mais tout ça pour revenir sur le fait que, en effet, j'ai ce côté un peu grande sœur, voilà, et qui peut être aussi un peu, et qui a un côté tyrannique un peu. Mais en vacances, par exemple, je fais beaucoup de vacances entre copains, avec très nombreux, on est une grande bande de potes. Bon, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui organise Alors, j'organise pas les journées, mais voilà, tout est souvent très organisé, très leader, globalement. Mais c'est pas forcément besoin d'ordre. Non, je suis pas très... D'ailleurs, je suis pas très... Enfin, je suis organisée, mais je veux dire, je suis pas maniaque, quoi. C'est pas un truc qui est... Tu vois, c'est vraiment parce que j'ai envie que... Et puis c'est un truc aussi... Je suis très famille. Moi, j'adore la famille. Plus la famille est agrandie. Quand j'étais petite, je disais, moi, je voudrais 12 enfants. Non, moi, cette idée-là, maintenant. Mais je voulais une équipe de foot, je voulais une grande famille. Et j'adore, d'ailleurs, côté de mon père, une très grande famille, très soudée et tout. Et du coup, j'aime bien aussi la réunion et que tout se passe bien, en fait. Le côté très... faire en sorte que les gens vivent un moment le plus agréable possible. J'aime recevoir, j'aime faire des belles tables, tu vois, j'ai ce côté très... alors que, tu vois, par exemple, ma mère m'a pas du tout éduquée comme ça. Chez ma mère, déjà, s'il y avait une fourchette, c'était bien. Quand on avait une assiette, une fourchette, déjà. Alors que, genre, moi, j'adore mettre les trois fourchettes, trois couteaux, 3 cuillères, le beau napperon qui va, les fleurs sur la table. Voilà, j'adore que les gens passent un bon moment et tout. J'aime vraiment faire ce... Voilà, je pense qu'il y a un côté grande sœur qui peut tirer vers le tyran et qui est surtout créer un bon moment pour que tout le monde soit heureux. Et c'est ce côté social, je pense, qui revient et aujourd'hui qui est très présent aussi chez Russ, qui me booste quand on me demande pourquoi j'ai monté Russ. J'ai monté Russ pour les gens, en fait. J'ai monté Russ pour que les Russ et les refs, ils vivent mieux, ils gagnent mieux leur vie et qu'ils s'accomplissent et qu'ils s'épanouissent, quoi. On ne prend pas des filles au RSA, mais on prend des filles qui ont... Il y en a, c'est juste du complément pour s'amuser, s'épanouir. D'autres, elles en ont besoin, quoi. Donc, c'est du complément de revenus, c'est pas un salaire complet, même si peut-être qu'un jour, il y en a qui arriveront à faire des salaires complets. Pour l'instant, c'est pas tout à fait des salaires. Il y en a qui arrivent à faire 1 500 €, 1 700 € par mois, mais ça s'arrête un peu là. Ça va beaucoup plus haut pour l'instant, mais... plus ça va, en fait, ça fait que monter. Donc, il y a bien un jour où les filles feront 3 000 €, hein, voire 10 000 peut-être. Je leur souhaite. Mais du coup, j'ai vraiment monté Russ pour ce côté social. Je pense que j'ai besoin que la planète soit plus saine, mais surtout que les gens se sentent... Je pense que la planète ira bien aussi quand les gens iront bien. Bon, c'est mal parti en ce moment. Si je reviens sur ce truc de Russ, parce qu'effectivement, je trouve que c'est vraiment le fil conducteur sur tout ton parcours. Et c'est aussi... principalement sur ça qu'on m'a parlé de toi, que des anecdotes autour de tout ce qu'on vient d'évoquer. Clémentine, elle m'a raconté que c'est avec toi qu'elle est allée en boîte pour la première fois. Bravo l'exemple. Le mariage, la boîte. C'est aussi toi qui as joué les entremetteuses avec son premier petit copain. C'est toi qu'on venait voir. Je suis pas une bonne grande sœur, en fait. C'est toi qu'on venait voir quand on avait des problèmes de cœur, des problèmes, enfin tout genre de problèmes. C'est vers toi qu'on se tournait naturellement. Elle me disait aussi, Clémentine, que t'as déjà été chercher la pilule du lendemain pour une copine parce qu'elle n'osait pas franchir la porte de la pharmacie. Ça, je trouve ça... Tout le temps. Hier, j'étais une anecdote complètement con, mais hier, on avait une soirée, la soirée du réseau Entreprendre Paris. Il y avait une tombola. Le premier lot, c'est mon associé qui le gagne. Donc, numéro 59, bam, elle me regarde, elle me dit, je peux pas y aller, tiens. Forcément. Et en fait, je suis beaucoup cette personne-là, cette personne qui
c'est pas un sacrifice, hein, j'ai rien fait. Je suis juste passée devant tout le monde, j'ai récupéré mon cadeau, j'ai remercié tout le monde et je suis revenue à ma place, tu vois. Mais enfin, c'est pas du tout elle aime pas ça et tout. Donc, c'est vrai que je fais beaucoup de choses en général pour. En fait, j'aime bien aider. Je pense que c'est juste ça. J'aime bien aider, j'aime bien accompagner, j'aime bien faire grandir les gens. En fait, bon, là, c'est pas du tout ce que je pas grandir, mais globalement, tu vois. Mais un de mes plus grands épanouissements, je pense, c'est d'avoir fait grandir mes frères et sœurs sur des sujets, sur des opinions et dans leur vie globalement, quoi. Pour qu'ils s'épanouissent mieux, qu'ils soient. Tu vois, je me souviens de discussions que j'ai eues avec mes frères et sœurs, mais même avec mes potes, tu vois, même avec Felicity et tout, sur des sujets où d'autres gens, moi j'ai. Il y a des sujets sur lesquels, tu vois, j'ai eu enfin, j'ai mon autre meilleure pote avec qui j'ai grandi dans le Sud et tout, elle a vécu un divorce beaucoup plus tardivement, elle avait avoir 25 ans, tu vois, ses parents divorcés. Et du coup, elle était dans des situations très compliquées de relationnel avec ses parents et tout. Et moi, j'ai tellement créé de maturité sur ce sujet, aussi en faisant un peu de psychanalyse, voilà, que j'avais l'impression vraiment de pouvoir l'accompagner, tu vois, dans ce moment-là. Et j'ai l'impression que je l'ai aidé vraiment, pas que en tant qu'amie, hein, forcément, mais à accepter ce moment, quoi. Je pense que tu dégages un truc, tu es vachement dans l'empathie. Du coup, les gens, ils te font confiance. Tu as un truc un peu sécurisant. Et on a envie de venir te voir, soit quand ça va pas, soit si on a fait une connerie. Je pense qu'on peut facilement se tourner vers toi. On sait que tu vas pas juger, que tu vas solutionner le truc, tu vas faire avancer, tu vas débloquer. Enfin, je pense que c'est assez précieux. Aller de l'avant, ouais. Après, je peux aussi faire peur. Et ça, c'est un défaut aussi. C'est un défaut de ma mère et de mon père, d'ailleurs. Je pense que je tiens des deux. Ouais. Mes potes voulaient même pas venir à la maison tétanisés parce que ma mère est, en vrai, assez froide, globalement, Ouais, ouais. Et je pense que j'ai un peu ce côté-là. Quand je suis pas contente, je suis un peu énervée. J'ai un regard. Les gens détestent mon regard de pas. Ma fille, d'ailleurs, a le même regard que moi quand elle est pas contente. Et j'ai un regard qui. Tu sais qu'il faut pas m'embêter plus, que tu risques de. Et je peux être assez. Mais ça, c'est mon côté, je pense, plus méditerranéen, quoi. Je sais que si. Tu sais que si tu m'embêtes, si tu me cherches, tu me trouves, quoi. Ouais. Et je pense j'ai ce côté très empathique, pour le coup, carrément, trop, des fois même. Très. Je pense que ça, c'est pour le coup, ça fait partie de notre éducation, mais la générosité, c'est un truc qui est. L'empathie, la générosité, c'est des vrais sujets qui viennent de nos parents et de nos grands-parents, qui nous ont toujours montré ça, vraiment, de manière. Dans toutes les étapes de l'éducation. En revanche, contrairement à, je pense, une partie à mes deux sœurs, par exemple, qui sont plutôt assez pacifistes, voire qui se laissent un peu marcher dessus, moi, ça, c'est pas possible pour moi. Bah, t'es la grande Russ, quoi. Voilà, exactement. Je suis la grande Russ. Dans la boîte aujourd'hui, donc vous êtes 3. Ouais. Vous êtes répartis, j'imagine. Dès le début, ça a été le cas? Au début, non. On avait toutes les 3 un peu des postes. On faisait tout un peu plein de trucs. Fallait faire grandir la boîte, donc. Il fallait avancer, quoi. Donc en vrai, t'as le temps là, bah tu fais ça, on fait ça. Est-ce que moi j'ai le temps, je fais ça. Enfin, tu vois. Vraiment, pour le coup, on était plus dans cette dynamique-là. Mais par contre, on s'est très vite rendu compte que on avançait mal, comme ça. Okay. Et puis aussi que chacune avait des compétences et des appétences qui n'étaient pas les mêmes, en fait. Hein. Vic est devenue très vite, alors que c'est moi qui ai plutôt un parcours dev. Vic a dit, moi, en fait, la technique, ça m'intéresse. Je veux faire plutôt la partie dev. Okay. Donc, elle s'est complètement concentrée là-dessus. Elle s'est formée super rapidement. Et du coup, c'est elle qui a développé 100% de l'app et qui a développé tout le site et toute l'app, toute seule. Et aujourd'hui, c'est elle qui est à 100% sur ces sujets d'évolution et autres de l'app. Tara, elle est... Alors, moi, je suis empathique, mais alors Tara, c'est le summum de l'empathie. Elle est hyper empathique. Et donc, c'était assez naturel qu'elle se tourne vers la communauté, qu'elle gère les Russes et les refs. C'est ça, elle est... Parce que, on a une communauté qui est dingue, qui est hyper engagée, qui est super... c'est que des filles assez jeunes. On s'appelle... Enfin, on essaie de dégager aussi une communication qui fait que, forcément... J'ai dit qu'on avait quelques retraités, mais on n'en a quand même pas beaucoup. Et je pense que les retraités nous appellent des Réus et pas des Russes.
Ce qui est vraiment très, très... Passé 45 ans, en général, c'est... Ah oui, du coup, j'ai contacté votre Maréus. Très bien. Et pourquoi pas? Parce qu'en fait, le nom, c'est Rust pour sœur, mais c'est reuse aussi. Il y avait une double mission, donc c'est très bien, peu importe ce qu'on comprend. Mais du coup, pourquoi je racontais ça? Je me suis perdue dans mon rêve. La répartition des tâches avec oui. Tara et Victoire. Et donc Tara, très naturellement, de par son empathie, la gestion des gens, etc., c'était assez naturel qu'elle aille. Et puis, elle a une super bonne mémoire. Moi, en fait, je suis... Vic était de toute façon pas dans le game puisqu'elle partait sur la tech. Et donc, c'était Tara ou moi. Et en fait, il y a aussi un truc, c'est que moi, je suis très mauvaise... je suis très bonne physionomiste. Mais alors, les prénoms, je mélange tout. La dernière fois, j'ai appelé par le nom une fille qui a 2 prénoms aussi. Voilà. Ah, faut t'aider. Voilà. Oui, non, franchement. Donc voilà, donc du coup j'étais très mal là-dedans. Tara retenait même leur date de naissance, elle a une super mémoire. Ah ouais. Donc bon, je pense que la communauté c'est pour toi. Et du coup j'ai récupéré tout le reste, mais ce qui me va très bien. On dit toujours que moi je suis la grande Russ, ce qui veut, et tu l'as très bien dit, je suis la grande Russ, c'est-à-dire que je fais tout le reste. Donc je m'occupe des RH, je m'occupe de la finance. Bon, après, j'avais plus ces appétences-là, parce que ayant bossé beaucoup dans une grosse boîte, ce qu'ont pas fait les filles, moi j'avais des équipes, donc j'ai déjà géré, managé, j'ai déjà fait des RH. La finance, j'avais des gros PNL quand j'étais en e-commerce, etc. Donc je gérais plutôt bien ça aussi. Même si des business plans e-commerce, c'est pas tout à fait... gérer un PNL et développer un business plan qui fonctionne et visionnaire, c'est pas forcément toujours la même chose. Mais voilà. Et puis toute la partie business dev, Tara et Victoire ont plutôt des profils assez timides. Tara un peu moins, Vic complètement. Elle voulait pas aller chercher son cadeau hier, mais Tara un peu moins. Mais le devant de la scène, c'est pas un truc qui les amuse. Moi, ça m'amuse. En vrai, c'est un truc qui m'amuse vraiment. Donc voilà. Donc par définition, j'étais plutôt business développement, finance RH, et du coup Tara communauté et Victoire dev. Ça a inquiété la famille que vous mettiez à travailler ensemble ou pas? Alors, ce qui a inquiété, c'est que je parte de L'Oréal, principalement. Après, je suis partie. L'Oréal était très sympa. Ils m'ont fait un congé création d'entreprise. Donc, du coup, je suis partie pendant 2 ans avec un parachute quand même. Où, même si je n'étais pas payée, je pouvais quand même revenir à tout moment. Donc, je savais que si ça foirait, parce que quand tu lâches, tu sais pas comment ça peut se passer, quoi. Et la relation d'associé, et l'idée que tu as qui vaut rien tant que tu l'as pas montée. Enfin, voilà. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là, j'ai dit, OK, bon, faut que je sécurise, et ils m'ont bien sécurisé. Donc ça, c'était compliqué. Après, l'association entre nous, au final, ça n'a pas été... Alors, il faut savoir que mon beau-père, il a sa boîte, qui est une boîte familiale. Il bosse avec sa sœur, qui était la boîte de ses parents. Donc c'est assez... donc mon beau-père est le papa de Tara. En vrai, si tu veux, les boîtes familiales qui bossent où on bosse entre nous, ça n'a pas été un gros... Mais d'ailleurs, quand on a commencé, Victoire, elle était freelance dans une boîte à l'époque. Et du coup, pendant 4 mois, on a commencé à travailler juste Tara et moi, parce que moi, j'avais quitté L'Oréal et j'étais opérationnelle. Tara aussi avait quitté sa boîte, elle était opérationnelle. Il n'y avait que Vic qui nous avait dit, moi, je vous rejoindrai qu'en septembre, commencer sans moi, quoi. Ça a été une catastrophe. Parce que j'avais cette relation de grande sœur, petite sœur. Enfin, on avait cette relation grande sœur, petite sœur. Et qu'en fait, c'était très compliqué, du coup, de sortir de ça. Et donc... elle n'osait pas me dire ce qu'elle avait à me dire. Moi, j'étais trop écrasante avec elle, à vouloir essayer de développer des choses, mais dont elle n'était pas forcément d'accord. Enfin, bref. Et du coup, on ne se parlait pas bien. On était dans cette relation aussi de famille un peu... Je connais ça, les rapports entre sœurs. Voilà. Et en fait, quand Vic est arrivé en septembre, ça a tout calmé. Ça a été instantané. En fait, il y a une 3e personne qui est arrivée. On n'avait pas du tout cette relation avec elle, parce qu'on ne pouvait pas la voir. Enfin, clairement, il n'y a rien qui fait que c'est pas notre sœur, on n'a pas ce vécu et tout. Ouais. Quand bien même vous êtes proches. Ouais, clairement. Mais c'est une super pote, mais tu n'as pas du tout cette même relation qu'avec tes sœurs, quoi. Et donc, du coup, en fait,
face à elle, on pouvait pas se parler nous deux de cette manière-là. Elle, on lui parlait pas comme ça. Donc en fait, tout s'est apaisé à ce moment-là, quoi. Et depuis, ça se passe très bien. Ah, trop bien. On a déjà fait pas mal de sujets, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur ce pourquoi tu œuvres en fait, au quotidien très concrètement. Il n'y a pas longtemps, tu as fait un post où tu as parlé de dressing thérapie. Je trouvais ça hyper intéressant parce qu'effectivement, il y a ce que la Ross, elle va faire pour toi concrètement, de vider tes placards. Mais il y a aussi un peu le bien que ça te fait dans la tête. Et ça, je trouve ça super beau. Là, je parlais de gens qui avaient des problèmes d'accumulation, des syndromes de Diogène et tout. On travaille assez régulièrement avec des gens comme ça. Ouais. C'est plus long, c'est en général plusieurs rendez-vous, etc. Parce qu'il y a aussi l'acceptation. Il y a plein de gens aussi, on va chez eux, par exemple, plein de clients qui nous appellent et puis oh, là, je suis pas prête à donner cette robe. Ah ouais. Ah non, je peux pas. Bah, on se rappelle. Je prends le reste et puis vous me rappelez. Parce qu'une cliente, elle passe 2 commandes et demie en moyenne chez nous. Okay. Donc, en fait, en général, elle fait l'hiver. Enfin, si elle fait appel à nous en ce moment, par exemple, elle va faire l'hiver. Ensuite, elle nous rappellera pour le printemps-été. Puisqu'on prend principalement de la saison, parce que vendre, comme la commande, elle va durer 3-4 mois, entre 2 et 4 mois, tu vois. Là, tu vas vendre que de l'hiver, tu vas pas vendre un maillot de bain ou tu le vendras très mal. Donc, l'idée, c'est plutôt de revenir au printemps, au moment où, du coup, la saison est la bonne. Ouais, et puis, du coup, tu vends plus cher, tu as plus de demandes. Donc, souvent, il y a ces 2 demandes, et je dis le et demi, parce que souvent, on a une 3e demande, en général, qui arrive. Alors, soit c'est parce qu'elle veut revider ses placards au bout d'un certain temps, mais parce qu'elle les a re-remplis. Mais souvent, c'est surtout parce qu'en fait, il y a une réflexion. Ouais. Il y a cette réflexion qui est importante parce qu'il y a des pièces que sur le moment, tu n'oses pas donner tout de suite. On a des clientes qui ont passé 8 commandes chez nous. Bon, elles avaient des très, très gros placards. 8-10 commandes, là, avec la même Russ. Et tous les 6 mois, la Russ, ou tous les 4 mois, la Russ, hop, elle ramène ce qu'elle n'a pas vendu et elle reprend des nouveautés. Et souvent, les clientes, au fur et à mesure, d'ailleurs, c'est assez crescendo. Elles testent la Russ. Elles vont lui donner des fringues assez... pas le bas de gamme, mais du milieu de gamme. Et plus ça va, plus après, on donne du Saint-Laurent et du machin et du luxe. En fait, elles vont aller sur du luxe. Mais au début, en effet, il y a un petit peu de test. Et puis après, au fur et à mesure, il y a un côté timide au début. Et la Russ, elle travaille ça, enfin, elle a conscience, elle va aider un peu à faire le tri. Sur les dressing thérapies, alors en fait, il y a 2 options sur notre site. Il y en a bientôt 3 d'ailleurs. Il y a 2 options sur notre site. Il y a soit l'option gratuite, qui est une option en fait qui va où toi, en tant que client, tu as un petit peu de boulot. Ça prend 5 minutes si tu as tes fringues à côté. C'est-à-dire que tu vas lister les vêtements que tu as, donc de manière très simple en disant j'ai 6 paires de chaussures, j'ai 8 bas, j'ai 3 hauts, etc. Voilà, et ensuite tu crées ton compte et puis voilà. Donc ça, c'est la partie gratuite, mais il faut que tu aies un pré-listing. Ensuite, tu as la partie à 40 € qui est là, c'est ce qu'on appelle la dressing thérapie. Et donc là, c'est 1 heure dédiée avec ta Russ qui vient chez toi à domicile et qui va t'aider en fait parce que par exemple, on a beaucoup de personnes âgées, pas forcément très âgées, mais complètement déconnectées du digital, tu vois. Qui vont d'ailleurs souvent plus ou moins réussir à faire leurs commandes. Et une fois qu'elles ont réussi, en fait, quand on dit, alors nous, on prend que ce qui vaut plus de 20 € sur Vinted, tu te dis, moi, je sais pas ce qui vaut plus de 20 € sur Vinted, j'ai jamais mis les pieds sur Vinted, tu vois. Donc, dans ces cas-là, c'est pour ça souvent on propose cette option-là. D'ailleurs, il y en aura une autre qui va coûter plus que 15 €, qui sera un peu un entre-deux. Et du coup, là, c'est vraiment 1 heure dédiée, ce qu'on appelle la dressing thérapie, du coup, qui est vraiment ce moment où la Russ va accompagner la cliente à essayer à l'aider à se séparer. Okay. Alors, on essaye aussi de faire en sorte que on forme les filles, les Russ, à ce qu'elles accompagnent la cliente de manière intelligente. C'est-à-dire que la Russ, il ne faut pas qu'elle vienne, qu'elle se jette sur les sacs Saint-Laurent et puis qu'elle laisse tout le reste, tu vois. L'idée, c'est plutôt de l'accompagner sur qu'est-ce qui te va en ce moment, qu'est-ce qui te va plus dans ton placard. Là, tu as 8 pulls rouges. Peut-être que tu pourrais en vendre quelques-uns, ça sert à rien d'avoir les mêmes, tu vois. Voilà, ça va plutôt être sur de l'accompagnement de... en fait, ce que tu gardes parce que tu comptes maigrir un jour depuis 15 ans, peut-être que tu peux t'en séparer. Et quand tu maigriras vraiment, tu seras ravi de te racheter un jean dans lequel tu peux rentrer, qui sera neuf. Et tu n'auras pas envie de racheter tes fringues, de récupérer tes fringues d'il y a 15 ans. Donc, donne-nous tes fringues d'il y a 15 ans, on va les vendre. C'est plutôt dans cette... Tu vois, c'est la dressing thérapie, c'est plutôt essayer de les aider à
à se séparer des pièces dont qu'elles vont pas regretter. On n'est pas là pour aller chercher la pièce que tu... Ouais. On est plutôt là sur vraiment de l'accompagnement. Et d'ailleurs, c'est drôle, mais dans les anecdotes de Russ, typiquement, on a une Russ qui s'appelle Marie, qui est lyonnaise. Elle est maîtresse d'école. Et elle fait ça pour arrondir ses fins de mois, mais aussi parce que ça l'amuse, etc. Et elle, je pense qu'elle est un peu... c'est une Russ qui est hyper sympa et tout. Et je pense qu'elle est assez cérébrale et tout. Et en fait, elle était hyper mal à l'aise avec le côté vendeuse. Le statut de vendeuse, je pense que c'était un peu... d'évaluant pour elle, tu vois, elle a un métier, un beau métier et tout. Elle dit, ben moi, je peux vendeuse. Alors que quand on lui dit, t'es aidante en dressing thérapie, mais là, c'était révélateur pour elle, tu vois. Et elle a dit, moi, je fais de la dressing thérapie, quoi. C'est ça qui me... Et elle a été chez des gens qui ont des vrais syndromes de Diogène, et elle dit, et c'est ça qui m'anime, quoi. C'est ça qui me plaît aussi. Ouais. Et après, il y en a pour tous les goûts chez Russin, mais elle, pour le coup, tu vois, vraiment, c'était le besoin d'aider en plus de vider les placards, quoi. Mais c'est vrai que tu as un vrai truc derrière, d'état d'esprit. Ouais. Beaucoup de nos clientes, aujourd'hui, elles nous disent, moi, en fait, ce qui m'a le plus plu, c'est quand ma Russ, elle est partie avec tous les sacs. C'est ce moment-là. En vrai, récupérer de l'argent tous les mois, c'est très bien. Hein. Je dis, mais ne plus voir ça dans mon placard et voir la Russ partir avec 3 sacs. Oh, ça fait un bien fou, ouais. Tu as dit un jour que c'était dur, mais tu sais que vous finirez par avoir raison avec ce que tu entreprends chez Russ pour la mode circulaire, etc. Est-ce qu'il y a des moments où c'est vraiment dur et tu dis, c'est fatigant quand même? Enfin, tout le monde, je pense que tout entrepreneur te dira la même chose, mais moi je trouve qu'on est sur des... Il y a 2 semaines, tu me posais cette question il y a 2 semaines, je te disais j'en peux plus, j'arrête, c'est fini. Là je suis heureux dans une montée, tu vois. Mais, et en octobre j'étais au top parce qu'on avait fait un chiffre de dingue et tout. Mi-novembre notre chiffre allait moins bien, puis il y avait d'autres soucis, etc. Et j'étais là, alors bon, en fait ça sert à quoi ça sert tout ça? Et puis là je suis heureux dans un mood positif. Enfin, les montagnes russes, vraiment, enfin, je trouve que l'entrepreneuriat, et on le dit souvent pour naviguer beaucoup sur LinkedIn dans mes moments creux. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est une course de fond, etc. Mais c'est tellement vrai. T'as toujours l'impression que en fait, moi j'ai l'impression que plus on aura les reins solides, et surtout dans la mode circulaire et dans l'économie circulaire et dans le service de seconde main, on est sur des marges qui sont petites. On est sur... En fait, on peut difficilement... Tu vois, une boîte... on a connu cette boîte, toutes ces startups qui ont levé beaucoup, qui ont été qui ont été dans des sphères et des tourbillons des bulles, en fait. C'est des bulles financières avec des millions levés, etc. Et qui, du coup, s'en sont sortis pour certains ou pas. Mais je trouve que on arrive dans une période qui est beaucoup plus difficile pour lever. Et au-delà de ça, dans une période dans un écosystème, je trouve, qui ne fonctionne pas beaucoup sur la levée. Mais plus sur tiens bon, tu vas y arriver. Je pense qu'aujourd'hui, tout le projet est de convaincre un maximum de gens, que ton service soit le mieux possible pour que les gens parlent de toi, que le bouche à oreille fonctionne, et que petit à petit, la boule de neige devienne de plus en plus grosse et développe. Mais je ne suis pas convaincue que, tu vois, on a quelques... Les gens qui ont levé de l'argent sur des systèmes un peu similaires aux nôtres, aujourd'hui, certains sont en difficulté parce que je pense que c'est un modèle économique qui est tellement spécifique qu'il ne correspond pas forcément à ça. Moi, je considère vraiment, depuis le début, je serre les dents et je me dis, et nos chiffres le montrent, tu vois, on est vraiment sur une croissance tous les mois, en fait. Et depuis 3 ans, c'est juste que comme c'est du petit montant après petit montant après petit montant, avant qu'on arrive à du gros montant, il faut faire beaucoup de petits montants. Ouais. Donc voilà, c'est du petit à petit et en fait, il faut juste tenir, quoi. Ouais. Mais je suis convaincue que... j'en suis convaincue. L'idée plaît à tout le monde. Quand je parle à 10 personnes, il y en a au moins 4 qui me disent « Putain, mais je savais pas que ça existait, j'en ai trop besoin. » Donc, si 40% de la population française a besoin de nous, et si, en fait, les 60 autres deviennent des Russes,
bon, bah, j'y crois. Et du coup, comment tu arrives à effectivement le retour des gens, mais tu n'as plus du tout les mêmes métriques que quand tu étais, par exemple, chez L'Oréal. Comment tu arrives à... Je parle plus en millions, Oui, malheureusement. Voilà, Et du coup, tu as des métriques, tu suis alors effectivement l'évolution là que tu citais, mais il y a d'autres métriques qui te permettent de mesurer ton succès. Nous, la métrique qu'on suit beaucoup et qui lie plein de choses, c'est le nombre de RUS actives. Donc, c'est D'accord. vraiment de manière très concrète. Hein. Le nombre de RUS actives, c'est le nombre de RUS qui a une commande en ce moment et qui, du coup, interagit avec une ou des clientes, etc. Fidélise des clientes et tout. Ça, il faut qu'ils soient en perpétuelle croissance. Et plus il grossit vite, et ça veut dire que plus notre communauté active est grosse, plus le modèle fonctionne. Tu vois. Après, je pense que ce qui m'intéresse de manière plus large, je pense, mais qui sont... Alors, on a des KPI sur le nombre de ventes de vêtements, donc ça veut dire qu'on a vendu... Aujourd'hui, on a vendu plus de 50 000. On a remis en situation. Moi, j'ai l'impression, enfin, je sais pas qu'une impression. On a remis en situation, pas en situation, je dis n'importe quoi. On a remis en circulation plus de 50 000 vêtements. Donc, c'est-à-dire qu'on a revendu plus de 50 000 vêtements à des gens qui leur offriront une seconde vie. On a trouvé une famille à plein de nouvelles, pour plein de nouveaux vêtements. Et ça me rend hyper fière. Et après, c'est un KPI qu'on suit beaucoup moins, mais du coup sur la partie sociale, parce que c'est très... malheureusement, j'aimerais être tout le temps à l'écoute de mes RUS, mais on ne peut pas non plus le faire. On a une communauté aujourd'hui qui est de plus de 1200 RUS. Donc, quand on était 30, j'écoutais tout, je voulais toutes les histoires et savoir exactement pourquoi elles le faisaient, aller plus loin, chercher... J'adore aussi aller creuser l'humain derrière et tout, mais bon, j'ai moins le temps de le faire avec 1200 personnes. Mais je trouve, mais ça aussi, c'est les histoires de vie. On en parlait juste avant, mais les histoires de vie, de pourquoi elles sont devenues RUS, pourquoi même les expériences qu'elles vivent. Moi, je trouve, il y a une RUS qui me racontait la dernière fois qu'elle est allée dans une espèce de palais parisien pour aller chez une cliente en allant récupérer des vêtements chez une cliente. Elle me raconte que c'est incroyable et qu'elle vivra jamais ça, qu'elle aurait jamais pu vivre et aller dans cet endroit, tu vois, pour une autre raison, si elle aurait jamais rencontré cette fille-là dans sa vie, tu vois. Donc voilà, il y a des expériences aussi. On a une autre qui nous racontait que alors c'est moins sur le côté humain mais tu vois. Elle racontait qu'elle avait été au Bois de Boulogne, le rendez-vous Bois de Boulogne, elle dit, en plein milieu du Bois de Boulogne. Elle va en Bois de Boulogne, elle dit, où je suis là, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois. Et elle nous raconte ça, elle dit, franchement, pendant 20 minutes, je roule, je flippe, quoi, je sais pas ce que je fais là, quoi. Et puis, genre, elle suivait son GPS, elle me dit, une toute petite route et tout, je pars par là. En fait, elle arrive dans un centre équestre et c'était le directeur du centre équestre qui vivait dans le centre équestre et enfin avec sa famille et tout. Et du coup, il voulait vider. Et elle s'est dit, mais je suis en plein milieu du Bois de Boulogne, mais qu'est-ce que je fais là? Bon, bref. Voilà, il y a des petites histoires comme ça qui sont assez rigolotes et sur leur motivation de je fais RUS parce que je veux partir au Japon et mon projet c'est de pouvoir me payer ce voyage au Japon avec RUS. Enfin, voilà, toutes ces histoires-là qui sont beaucoup moins quantitatives mais tout aussi qualitatives. On te demande souvent en tant que CEO de start-up à impact, et maman, comment tu fais? J'ai bien aimé ta réponse parce que tu as dit je fais. Mais ça rejoint un peu la résilience dont tu parlais au début. C'est à un moment... il y a des choses que tu peux changer, il y a des choses que tu peux pas changer. En fait, il faut avancer. Puis, Je parlais de ça aussi sur la to-do list. Quel est mon plus grand secret d'entrepreneur? J'en ai pas. Voilà, la to-do list, à la limite, et encore, je la suis assez rarement. Non, être maman, je trouve que... En plus, moi, j'ai été maman en créant c'est-à-dire que... Et on a été double maman, c'est-à-dire qu'on a monté... D'ailleurs, je disais que c'était peut-être pas la meilleure des idées qu'on avait eues, qui n'a pas été particulièrement... recherchée à ce moment-là. Mais en gros, on a monté RUS. 8 mois plus tard, Tara a annoncé qu'elle était enceinte. 4 mois plus tard, j'étais enceinte. Donc, on est vraiment tombé enceinte en même temps. Alors, on a eu ces 4 mois d'écart qui étaient cool. C'est que quand elle est revenue, moi, je suis partie.
Donc on a vraiment tout le Passage de relais. Voilà, on a toujours été 2, mais on a eu des congés mat très courts. Pour le coup, elle un peu moins. Et moi, je suis partie vraiment au dernier. Je suis partie 10 jours avant d'accoucher, je crois, quelque chose comme ça. Après, je bossais beaucoup de chez moi et tout, mais quand même. Mais du coup, ouais, tout ça a été très, très complexe déjà à gérer au départ. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on a fait une année, cette année-là et l'année suivante d'ailleurs, on a beaucoup pâti parce que quand tu dors pas, quand tu t'occupes, enfin, t'as la tête qui est pas forcément à 100%, tu vois. Aujourd'hui, je pense que cette année, l'année 2024 et la fin d'année 2023 a été bien meilleure, mais aussi, je pense, parce que nos cerveaux étaient 100% redevenus 100% dessus, quoi. Mais je pense que la première année de ton enfant, c'est compliqué, quoi. Mais du coup, ouais, c'est ça, franchement, j'ai pas de... Je trouve ça fou, déjà, quand on a, enfin, comme toi, plusieurs enfants, moi j'en ai qu'un déjà, je suis. Non. J'en ai 3, je clarifie au cas où déjà que j'en ai 15. J'en ai 3 déjà, tu vois, je trouve ça fou. Je me dis comment. Mais on me demande aussi souvent comment tu fais. Franchement, je sais pas. Ils sont là, voilà. En fait, j'ai pas le choix et j'avance. Et en même temps, ça crée un équilibre. Moi, je trouve que j'adore. Alors, du coup, pareil, peut-être que ma boîte avance pas autant. J'avais ces grandes discussions avec Mona d'ailleurs sur ce sujet, mais ma boîte avance peut-être pas autant que ce que je voudrais souvent, mais en fait je mets un point d'honneur à me dire qu'à 18h30, en fait je dois aller chercher ma fille, il faut que j'aille la chercher, quoi. Alors j'ai un mec super qui a un boulot hyper flexible, il est freelance aussi et tout, donc pour le coup, aujourd'hui, je suis entrepreneur épanouie aussi parce que j'ai un soutien un soutien de mon mec et familial, parce que mon père et ma belle-mère et son père et tous les grands-parents, les parents de mon mec sont très présents et sont très proches, donc l'apprennent très régulièrement et tout. Donc j'ai aussi une vie d'entrepreneur facile dans le sens où je suis hyper accompagnée en tant que maman, mais là, ça fait deux soirs que je la vois pas. Je sais pas, enfin, tu vois, je trouve que c'est pas ça que je veux non plus en tant que maman, tu vois. Je parlais de mes parents, de mon père et de ma belle-mère qui n'ont pas vu leur enfant. Franchement, à part le matin où ils échangeaient vite fait. Moi, je veux pas ça. J'ai pas fait des enfants pour. Je veux pas cette vie-là, en tout cas, pour ma fille. Tu disais que depuis que tu étais devenue entrepreneur, forcément, le rythme a pas mal changé. Ça avait aussi fait pas mal de tri dans ton entourage. Il y a pas mal d'amis que tu ne vois pas. Vraiment une bonne partie. Ça, c'est aussi... Alors, bon, le fait d'être maman aussi n'a pas aidé. Je pense que tu te coupes aussi, malheureusement. En tout cas, peut-être pendant les premières années. Je pense qu'après, ça revient. Mais en fait, les gens qui sont un peu loin, tu vois, par exemple, j'ai une de mes meilleures amies qui habite à Amsterdam, maintenant et à Lisbonne. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vue, quoi, par exemple. Mais je parlais surtout sur ce sujet. Je pense que la complexité, c'est de plus être en salariat, en fait. Quand j'étais chez L'Oréal, déjà, L'Oréal, c'est un peu une tribu, si je peux, même une secte, un peu. C'est vrai, les gens se marient entre eux. Il y a un vrai truc et t'es très corporate quand t'es dedans. Et je le suis toujours, tu vois. J'adore toujours autant L'Oréal. Je parle beaucoup de L'Oréal. De manière hyper positive. Mais je suis très positive sur L'Oréal. Et j'ai gardé plein de copains. Mais c'est vrai qu'avant, je les voyais... on allait boire des coups 2 fois par semaine. Tu vois. Et puis c'est facile, en fait. Ah, t'as fini, toi aussi. OK, on est dans le même bâtiment. Viens, on va en bas, on va boire un coup, on va boire une bière et tout. Tout ça, si tu veux, il faudrait que je vive juste à côté de l'immeuble de L'Oréal pour pouvoir continuer à le faire, tu vois. Mais sinon, et qu'ils m'appellent de temps en temps, tu vois. Ils le font de temps en temps. Mais c'est vrai que du coup, il n'y a plus cette spontanéité-là, et du coup, tout est plus compliqué, en fait. Le dîner est plus à caler, plus compliqué. En fait, voilà. Et du coup, en fait, le salariat amène plein de choses hyper faciles au niveau des relations humaines, parce que tu es dans un même bâtiment, tu déjeunes ensemble, tu te vois souvent. Finalement, le physique, ça a quand même un intérêt, c'est que du coup, tu te souviens de la personne, tu as envie de la voir, tu as envie de... Voilà. À partir du moment où cette personne, elle est plus là, c'est pas parce que tu l'aimes plus, c'est juste, tu as moins cette envie-là, quoi, et tu es moins amené à vouloir continuer à la voir, quoi. Et voilà, j'ai plein de copines des copines et des copains que j'ai gardés de chez L'Oréal.
mais je les vois de manière très, très occasionnelle, alors que je passais ma vie, j'avais une vie L'Oréal, quoi. Je passais mes soirées, mes week-ends, mes soirées, tout le temps. Enfin, surtout en fait, j'avais mes week-ends avec mes potes et j'avais toute ma semaine, mais une grosse partie de mes soirées en semaine. Je dormais peu à l'époque, mais pas pour les mêmes raisons que maintenant, mais qui étaient avec que mes potes L'Oréal, quoi. Donc ouais, tous ces gens-là, en fait, je les vois plus, quoi. Aujourd'hui, de quoi tu es la plus fière? Il y a le basique, ma fille. Mais ce qui est vrai, hein, je suis très fière de ma fille. Mais après, je pense que je suis très fière de ce qu'on a construit, de là où on en est avec les filles sur Us, de cette communauté de femmes et de quelques hommes hyper soudés, tu vois. Je trouve que l'attachement qu'on a, enfin la marque qu'on a créée, les valeurs de cette marque, elle parle quand même à beaucoup de gens. Et ça, je suis assez fière de ça, que nos Russes, elles se sentent, elles ont cette utilité, voilà, mais elles se reconnaissent dans ces valeurs-là et que du coup, elles soient engagées. En fait, moi, ça me fout toujours les poils de me dire qu'il y a des gens qui croient en ce qu'on fait et qui sont super engagés avec Russ. Quand je te dis engagés, on a des picousés, hein, on a des filles qui sont là, il faut que vous fassiez des goodies, moi je veux la casquette, je veux le machin, tu vois. T'es là genre, ah bon, mais ça sert à quoi? Bon, ok. Voilà, il y a des vraies filles hyper engagées sur... mais je pense que c'est parce qu'on véhicule les valeurs qui sont nos valeurs et qui sont des valeurs d'ailleurs c'est pas du bullshit, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on est, nous, intrinsèquement, qu'on a véhiculé, et il y a plein de gens qui adhèrent à ça, et on est trop contents. Moi, je suis très fière de ça. Je voudrais finir cet épisode, ça fait un petit moment qu'on parle, sur Déjà les mots. Ça va si vite. Sur les mots de ta grand-mère que j'ai trouvé tellement touchants. Oh, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, c'est pas grand-chose, mais je trouvais ça beau. Elle a dit, Russ, finalement, c'est tellement proche du verbe réussir. Oui. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite pour la suite. Merci. Merci Céleste. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode de Dissipé vous aura plu autant qu'à moi. Vous pouvez partager, commenter ou vous abonner pour nous permettre de partir à la rencontre de personnalités toujours plus inspirantes. Au-delà de Dissipé, je suis consultante en marketing et j'accompagne depuis plus de 15 ans les marques à grandir et à rayonner. Si vous avez des besoins en marketing, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis Marie Tavares et je vous dis à très vite.